Deux chiffres se heurtent et renversent l'intuition. D'un côté, des fonds clandestins décrits comme assez vastes pour acheter des loyautés, de l'autre, une cohésion militaire qui, contre toute attente, se resserre au lieu de se fissurer. Cette collision révèle une fracture plus profonde au Burkina Faso. Que signifie pour vous cette capacité à tenir quand la pression étrangère avance lentement, avec discipline, et qu'elle cible précisément le cœur des chaînes de commandement autour d'Ibrahim Traoré? Et si ce bras de fer discret annonçait un rééquilibrage durable dans tout le Sahel? Ce récit propose une lecture précise d'une crise souvent résumée trop vite à des rivalités internes. En suivant pas à pas les mécanismes révélés par les enquêtes, il devient possible de comprendre comment des pressions extérieures, financières et politiques tentent d'infléchir la trajectoire d'un État exposé, et pourquoi certaines échouent au moment même où elles devraient réussir. L'enjeu pour le lecteur est clair: disposer d'une grille de lecture simple pour décoder les crises africaines contemporaines, sans se laisser enfermer dans des récits binaires ou émotionnels. Derrière les complots, les arrestations et les discours diplomatiques se joue une bataille plus large autour de la souveraineté, du contrôle des ressources naturelles et de la capacité d'un pays à imposer ses propres règles dans un environnement saturé d'intérêts concurrents. Comprendre cette dynamique permet de mesurer ce qui est réellement en jeu lorsque la stabilité d'un État devient un levier stratégique régional. Plus de 10 tentatives d'assassinat en moins de 2 ans et plus de 50 officiers arrêtés pour implication directe, ces deux chiffres placés côte à côte changent immédiatement la lecture de la crise burkinabé. Ils révèlent que la menace autour d'Ibrahim Traoré n'a jamais été marginale ni improvisée, mais structurée, persistante et dotée de ressources considérables. Pour comprendre ce qui se joue, il faut revenir à l'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Traoré en 2022, dans un Burkina Faso déjà fragilisé par l'insécurité, la pression économique et une instabilité institutionnelle chronique. Situé au cœur du Sahel, le pays cumule plusieurs facteurs de vulnérabilité: frontières poreuses, dépendance à des secteurs extractifs stratégiques et exposition constante aux jeux d'influence régionaux. Cette combinaison transforme rapidement le territoire en point focal d'intérêts extérieurs, souvent dissimulés, derrière des discours de stabilisation ou de coopération sécuritaire. Dès les premiers mois, des signaux faibles apparaissent. Des officiers intermédiaires rapportent des approches inhabituelles, des propositions voilées, des promesses de soutien présentées comme techniques ou logistiques. Pris isolément, ces faits pourraient sembler anecdotiques. Mis bout à bout, ils dessinent une trame cohérente, une tentative progressive de fracturer la chaîne de commandement de l'intérieur. Autour d'Ibrahim Traoré, la perception change alors rapidement, passant d'une inquiétude diffuse à la conviction que la pression est organisée. Le contexte régional renforce cette lecture. Dans plusieurs pays voisins du Sahel, des dynamiques similaires émergent, où l'argent, les réseaux et l'influence discrète deviennent des instruments centraux de recomposition politique. Le Burkina Faso n'apparaît plus comme une exception, mais comme un laboratoire. Cette mini-révélation éclaire ainsi le cœur du problème. La crise n'oppose pas seulement des factions internes, elle expose une bataille silencieuse pour le contrôle de la trajectoire d'un État clé, avec Ibrahim Traoré placé au centre de cette ligne de tension. Un premier épisode sert de fil conducteur pour comprendre la dynamique à l'œuvre. Dans le nord du pays, un capitaine est approché à plusieurs reprises par des intermédiaires proposant une somme présentée comme capable de rééquilibrer le commandement. Le refus est net. Le signalement remonte, une vérification interne s'enclenche et met au jour un canal d'infiltration déjà actif depuis des mois. Ce cas devient un repère car il démontre que les tentatives de déstabilisation ne relèvent pas d'initiatives isolées, mais d'une architecture financière structurée.
Un second épisode confirme l'alerte. Quelques semaines plus tard, un officier logistique rapporte une proposition de soutien matériel conditionnée à l'accès à des informations sensibles. L'enquête conjointe qui s'ensuit révèle des connexions directes avec des réseaux opérant depuis un pays voisin du Sahel. À ce stade, l'État cesse de traiter ces faits comme des anomalies. La menace est désormais perçue comme coordonnée et persistante. Ces affaires ont un impact immédiat. Les procédures internes se durcissent. Les échanges informels sont surveillés. Les circuits de décision se resserrent. Autour d'Ibrahim Traoré, la réaction n'est pas spectaculaire, mais méthodique. Identifiée, isolée, documentée. Cette approche évite l'escalade publique tout en coupant progressivement les relais internes des réseaux extérieurs. L'effet précoce est double. À l'intérieur de l'armée, la vigilance augmente et la loyauté devient un critère central de fonctionnement. Dans l'opinion, la prise de conscience progresse. La pression ne vient pas seulement de conflits internes, mais de tentatives organisées visant à infléchir le pouvoir par des moyens indirects. En clair, ces signaux précoces ont transformé une inquiétude diffuse en réponse structurée. Avant que la crise n'éclate au grand jour, le climat reste marqué par une tension diffuse. Les approches sont discrètes, fragmentées, presque invisibles pour un observateur extérieur. Des intermédiaires circulent, des messages indirects sont transmis, des promesses financières sont évoquées sans jamais être formalisées. Cette phase initiale repose sur une logique simple: tester la solidité de la chaîne de commandement sans provoquer de réaction immédiate. Autour d'Ibrahim Traoré, ces signaux sont d'abord analysés comme des tentatives classiques de repositionnement d'influence. Le basculement intervient lorsque plusieurs alertes convergent en un temps très court. Des officiers, indépendamment les uns des autres, signalent des approches similaires, utilisant les mêmes arguments et des montants comparables. Cette répétition change la nature du phénomène. Ce n'est plus une série de tentatives opportunistes, mais une campagne coordonnée. Les services de sécurité commencent alors à cartographier les contacts, à recouper les flux et à suivre les trajectoires financières suspectes. La logique passe de l'observation à l'anticipation. Le point de tension majeur survient lorsqu'une cellule de coordination interceptait un groupe d'émissaires cherchant à établir un contact direct avec deux commandants de bataillon. Les interrogatoires révèlent l'existence de fonds conséquents destinés à acheter des défections ciblées. Cette révélation agit comme un accélérateur. Les autorités comprennent que le calendrier des réseaux extérieurs s'accélère et que le risque d'une action brutale augmente. La situation bascule alors dans une phase de confrontation latente. La réponse de l'État se structure rapidement. Les unités sensibles sont redéployées. Les sites stratégiques font l'objet d'une surveillance renforcée. Des officiers jugés vulnérables sont discrètement écartés de postes clés. Cette montée en puissance reste volontairement silencieuse. L'objectif n'est pas de communiquer, mais de priver les réseaux adverses de toute marge de manœuvre. Dans le même temps, la pression diplomatique extérieure se fait plus visible à travers des discours appelant à la stabilisation ou mettant en garde contre une supposée dérive du pouvoir. Le moment culminant survient lorsque plusieurs actions sont déclenchées presque simultanément. Des tentatives de prise de contrôle limitées sont neutralisées en quelques minutes par des forces loyales, alertées à temps. Les affrontements restent circonscrits, mais les arrestations qui suivent révèlent l'ampleur du réseau impliqué. Des documents, des communications et des relais régionaux sont mis au jour, confirmant l'existence d'une stratégie transnationale. Pour Ibrahim Traoré, cette séquence marque un avant et un après. La menace n'est plus hypothétique, elle est exposée. Les répercussions immédiates sont profondes. Une onde de choc traverse l'armée et la population. Beaucoup réalisent que la crise dépasse largement le cadre interne. Les,
les tentatives de déstabilisation, loin de fragmenter le pouvoir, produisent un effet inverse. La cohésion autour d'Ibrahim Traoré se renforce, non par adhésion idéologique, mais par réaction face à une pression perçue comme extérieure et méthodique. La phase des événements se referme ainsi sur un paradoxe. Ce qui devait affaiblir le centre du pouvoir contribue à le consolider. Le passage de l'avant-crise à l'après-crise se lit clairement à travers un ensemble de données qui structurent toute l'affaire autour d'Ibrahim Traoré. Avant 2022, en 2022, les tensions restent diffuses, difficiles à qualifier et souvent interprétées comme des frictions internes classiques. Après la mise au jour des complots successifs, le paysage change radicalement. La menace devient mesurable, documentée et suivie dans le temps. Ce basculement constitue le premier repère essentiel pour comprendre l'ampleur réelle de la pression exercée sur l'État burkinabé. La première mesure décisive concerne le nombre total de tentatives d'assassinat recensées depuis l'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Traoré. Les enquêtes confirment qu'il y en a eu plus de 10 en moins de 2 ans. Cette fréquence élevée montre une pression continue, planifiée et durable. Indique que les acteurs impliqués ne cherchent pas un succès ponctuel, mais s'inscrivent dans une stratégie d'usure visant à fragiliser progressivement le sommet de l'État. Chaque tentative avortée n'est pas un échec isolé, mais une étape dans une séquence plus longue. La deuxième donnée clé porte sur la dimension financière des opérations. En novembre 2024, la saisie d'une mallette contenant 5 milliards de francs CFA marque un tournant. Cette somme révèle l'échelle financière du projet subversif extérieur. Il ne s'agit pas d'un simple pot de vin opportuniste, mais d'un investissement lourd, destiné à acheter des défections ciblées au sein de la chaîne de commandement. La circulation de tels montants suppose des relais logistiques, des canaux transfrontaliers et une capacité à absorber des pertes financières sans interrompre l'opération globale. La troisième mesure concerne l'ampleur de l'infiltration interne. Les autorités burkinabées confirment l'arrestation de plus de 50 officiers pour implication directe ou coordination avec des réseaux étrangers. Ce nombre élevé souligne une infiltration profonde et patiemment construite. Il montre que la stratégie ne repose pas uniquement sur la pression externe, mais sur la constitution progressive d'appuis internes capables de désorganiser l'appareil militaire de l'intérieur. Cette donnée change la lecture de la crise. La menace n'est pas périphérique, elle touche le cœur du système. Mises en perspective, ces trois mesures dessinent une dynamique cumulative. À mesure que les tentatives échouent, les moyens engagés augmentent. L'argent injecté devient plus important, les cibles plus stratégiques et les méthodes plus sophistiquées. Cette montée en intensité explique l'accélération de la réponse étatique en 2024 avec un recentrage des dispositifs de sécurité et une centralisation accrue de l'information autour du cercle loyaliste d'Ibrahim Traoré. Le résultat paradoxal est que la donnée brute devient un révélateur politique. Là où l'ingérence cherchait à provoquer la fragmentation, elle met en lumière les mécanismes mêmes de la manipulation extérieure. Pour l'État, ces chiffres ne servent pas seulement à documenter la menace. Ils justifient un changement doctrinal fondé sur l'anticipation plutôt que la réaction. La crise quitte alors le registre de la rumeur pour entrer dans celui de la preuve structurée. Deux argumentaires opposés dominent le débat international autour de la crise burkinabé et méritent d'être présentés dans leur forme la plus solide avant toute réfutation. Le premier, avancé par certaines puissances extérieures, soutient que des actions discrètes d'influence seraient justifiées par la nécessité de préserver la stabilité d'une région exposée aux groupes armés.
Dans cette lecture, le Burkina Faso constituerait un maillon critique du dispositif sécuritaire sahélien et l'émergence d'un pouvoir perçu comme imprévisible augmenterait les risques de débordement régional. Les pressions clandestines seraient alors présentées comme des mesures préventives destinées à éviter une dégradation incontrôlée. Le second argument insiste sur la concentration du pouvoir. Selon cette thèse, le renforcement de l'autorité autour d'Ibrahim Traoré pourrait conduire à une centralisation excessive, réduisant la pluralité politique et compliquant la coopération internationale. Cette position affirme que l'éloignement des alliances traditionnelles affaiblirait l'accès du pays à des soutiens logistiques et diplomatiques essentiels, rendant l'État plus vulnérable à moyen terme. Dans ce cadre, la loyauté militaire serait décrite comme fragile, susceptible de se fissurer sous l'effet d'un choc interne ou externe. Ces deux raisonnements gagnent en crédibilité lorsqu'ils sont présentés isolément. Pourtant, les données issues des enquêtes burkinabées les nuancent fortement. Les plus de 10 tentatives d'assassinat documentées sur une période courte, combinées à la saisie de fonds massifs destinés à acheter des officiers, montrent que les actions clandestines ne relèvent pas d'une posture défensive. Elles traduisent une initiative proactive visant à renverser un pouvoir en place plutôt qu'à stabiliser un environnement déjà fragile. La logique préventive invoquée se heurte ici à la matérialité des faits. De plus, l'arrestation de plus de 50 officiers impliqués dans des réseaux transfrontaliers contredit l'idée d'une loyauté intrinsèquement instable. Elle suggère au contraire que, sans ces pressions organisées et financées depuis l'extérieur, la chaîne de commandement aurait été nettement moins exposée. Autrement dit, la fragilisation dénoncée n'est pas une cause, mais une conséquence directe des ingérences. La confrontation de ces thèses produit un renversement analytique. Ce qui est présenté comme un effort de stabilisation apparaît à l'examen des données comme un facteur de désordre, et ce qui est décrit comme une centralisation risquée devient, dans ce contexte précis, un mécanisme de survie institutionnelle. Cette lecture ne sanctuarise pas le pouvoir, mais elle replace le débat sur un terrain factuel, celui des effets mesurables des pressions extérieures sur la cohésion d'un État. Cette prise de conscience marque un tournant décisif dans la gestion de la crise. Jusqu'alors, les autorités traitaient chaque complot comme un risque interne amplifié par des circonstances locales. Les connexions mises au jour entre officiers impliqués, intermédiaires financiers et réseaux opérant depuis des pays voisins imposent une lecture différente. La pression n'est plus diffuse. Elle est structurée, transnationale et pensée sur le long terme. Pour Ibrahim Traoré, ce constat change l'échelle de la réponse. Il ne s'agit plus seulement de sécuriser des individus ou des sites, mais d'adapter l'État à une confrontation indirecte. Les dispositifs de défense s'élargissent alors à des dimensions financières, diplomatiques et informationnelles. Les flux, les flux d'argent deviennent des indicateurs aussi sensibles que les mouvements de troupes. Les récits publics, jusque-là secondaires, sont intégrés comme des vecteurs possibles d'influence. À mi-parcours, un renversement stratégique apparaît clairement. Chaque tentative extérieure, en cherchant à exploiter des failles internes, finit par exposer ses propres mécanismes. Les réseaux perdent en discrétion, les relais deviennent identifiables et les marges de manœuvre se réduisent. Ce qui devait rester invisible devient traçable. À partir de ce moment, la crise cesse d'être défensive. Elle se transforme en une phase d'apprentissage institutionnel où l'État comprend comment anticiper plutôt que subir. Cette bascule explique pourquoi les événements ultérieurs produiront des effets bien au-delà du champ sécuritaire immédiat. Les effets de la crise se diffusent rapidement bien au-delà des cercles sécuritaires et ils deviennent visibles dans 4 sphères distinctes qui structurent la vie du pays.
Pour l'État, les révélations agissent comme un électrochoc organisationnel. Les arrestations successives obligent à une recomposition interne profonde, rotation accélérée des postes sensibles, recentralisation des chaînes de décision et contrôle renforcé des circuits et logistiques. Autour d'Ibrahim Traoré, cette consolidation n'est pas présentée comme un choix idéologique, mais comme une réponse fonctionnelle à une pression extérieure identifiée. L'appareil étatique gagne en compacité au prix d'une centralisation accrue, mais avec une capacité de réaction plus rapide. Pour les entreprises, l'impact est d'abord marqué par la prudence. Les secteurs liés aux ressources naturelles, notamment l'or et les matières premières stratégiques, ralentissent certaines décisions d'investissement face à l'incertitude politique. Cependant, cette phase de retenue s'accompagne d'un mouvement de tri. Les acteurs économiques locaux revoient leurs partenariats, renforcent les procédures de transparence et cherchent à se distancier des circuits financiers opaques. La mise au jour de flux clandestins massifs agit comme un signal d'alerte. Toute proximité avec des réseaux douteux devient un risque réputationnel et opérationnel. À moyen terme, ce nettoyage contraint crée un environnement légèrement plus lisible pour les investissements internes. Du côté des citoyens, la réaction est plus diffuse, mais tout aussi structurante. Les tentatives de déstabilisation répétées renforcent un sentiment de vigilance collective. Dans certaines zones, des initiatives locales émergent pour signaler des comportements suspects et protéger des infrastructures sensibles. Cette mobilisation n'est pas uniforme, mais elle traduit une prise de conscience. Les pressions extérieures ne sont pas abstraites, elles peuvent affecter directement la sécurité quotidienne. La figure d'Ibrahim Traoré devient alors, pour une partie de la population, un point de cristallisation de cette résistance institutionnelle, indépendamment des débats politiques plus larges. À l'échelle régionale, enfin, les conséquences dépassent le cadre national. Le Burkina Faso est observé de près par d'autres États du Sahel confrontés à des dynamiques similaires. L'échec des tentatives de renversement envoie un signal clair. Les stratégies fondées sur l'argent, l'infiltration et les relais clandestins peuvent être contrées. La position d'Ibrahim Traoré gagne en visibilité, non comme modèle idéologique, mais comme illustration d'une capacité de résistance face à l'ingérence. Cette perception alimente une forme de solidarité tacite entre États cherchant à préserver leur marge de manœuvre. Pris ensemble, ces effets ne montrent que la crise ne se limite pas à une série de complots déjoués. Elle redessine les équilibres institutionnels, économiques, sociaux et géopolitiques. Ce sont ces transformations concrètes, plus que les événements eux-mêmes, qui expliquent pourquoi la séquence autour d'Ibrahim Traoré marque un point de bascule durable dans la trajectoire du Burkina Faso. À partir des données déjà observables, trois trajectoires plausibles se dessinent pour les mois à venir. Elles ne reposent pas sur des prédictions, mais sur des prolongements logiques des dynamiques mises au jour par les complots déjoués et la réponse institutionnelle qui a suivi. Chaque scénario dépend d'un équilibre délicat entre pressions extérieures, cohésion interne et capacité d'adaptation de l'État. Dans le scénario de base, les réformes sécuritaires engagées se poursuivent sans rupture majeure. La centralisation autour du noyau loyaliste d'Ibrahim Traoré permet de maintenir une stabilité fonctionnelle, même si elle reste fragile. Les réseaux extérieurs, affaiblis par les arrestations et la perte de relais internes, peinent à se reconstituer rapidement. L'État conserve une capacité de réaction rapide, tandis que l'économie évolue à un rythme prudent, marqué par une reprise sélective des investissements nationaux. La situation demeure tendue mais contrôlée. Le scénario optimiste suppose un affaiblissement durable des circuits financiers clandestins. Si les flux
suspect continue d'être asséché et que la coopération régionale se renforce, la pression extérieure perd progressivement en efficacité. Dans ce cas, la consolidation institutionnelle s'accompagne d'une amélioration de la lisibilité politique et économique. La stabilité sécuritaire relative favorise un regain de confiance interne, et le Burkina Faso gagne une marge de manœuvre accrue dans ses relations régionales. La crise devient alors un levier de transformation plutôt qu'un facteur d'usure. Le scénario le plus défavorable repose sur une adaptation rapide des réseaux adverses. Si de nouveaux relais apparaissent et que la pression financière se reconfigure, la centralisation du pouvoir pourrait être mise à rude épreuve. Des tensions internes réémergeraient, non par faiblesse structurelle, mais par saturation des dispositifs de contrôle. Dans cette hypothèse, l'État se retrouve contraint de réagir en permanence au détriment d'une vision à moyen terme. Face à ces options, une recommandation de lecture s'impose. Si les pressions extérieures persistent, alors la capacité à anticiper primera toujours sur la réaction immédiate. C'est dans cet espace encore incertain que se jouera la suite de la trajectoire burkinabé. Au-delà des équilibres institutionnels et des scénarios géopolitiques, cette séquence a des résonances directes pour celles et ceux qui observent ces événements à distance. Elle rappelle d'abord que les mécanismes de déstabilisation ne sont pas abstraits. Ils s'appuient sur des leviers concrets: argent, réseau, récits, qui peuvent affecter la vie quotidienne bien au-delà du pays concerné. Comprendre ce qui s'est joué autour d'Ibrahim Traoré permet ainsi de mieux lire d'autres crises où des pressions similaires s'exercent, parfois sous des formes moins visibles. Pour un premier groupe de lecteurs, attentifs aux dynamiques internationales, l'enseignement principal tient à la méthode. Les ingérences ne passent donc pas toujours par des interventions directes. Elles progressent par touches successives en testant la résistance des institutions. Cette lecture incite à privilégier l'analyse des données, des flux et des temporalités, plutôt que des déclarations spectaculaires. Elle aide à distinguer les récits de surface des dynamiques structurelles qui façonnent réellement les trajectoires politiques. Pour un second groupe plus sensible aux enjeux économiques et sociaux, l'épisode burkinabé montre comment l'incertitude politique influence les comportements des acteurs locaux. Les entreprises ajustent leurs partenariats, les citoyens développent des réflexes de vigilance et l'État reconfigure ses priorités. Ces ajustements, souvent discrets, ont des effets cumulatifs qui peuvent en renforcer ou fragiliser un pays sur la durée. Observer ces signaux faibles devient alors un outil de compréhension précieux. Enfin, pour celles et ceux qui s'interrogent sur la notion de souveraineté, cette crise offre un rappel essentiel. La stabilité ne se décrète pas, elle se construit par la capacité à identifier les pressions et à y répondre de manière cohérente. Les événements récents montrent que la résistance institutionnelle peut émerger même dans des contextes contraints, à condition que les mécanismes de décision restent lisibles. Ces différents niveaux de lecture convergent vers une même idée. Mieux comprendre ces dynamiques, c'est se donner les moyens d'interpréter avec plus de lucidité les crises contemporaines sans céder aux simplifications. Face aux pressions extérieures mises au jour, une sortie durable de crise repose moins sur un geste spectaculaire que sur une séquence d'actions coordonnées, mesurables et inscrites dans le temps. Les données disponibles, tentatives d'assassinat répétées, infiltrations internes et flux financiers clandestins, imposent un cadre pragmatique. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu consiste à consolider ces réponses sans transformer la vigilance en rigidité politique. La première étape concerne l'organisation interne. Une rotation programmée des postes sensibles associés à des audits réguliers réduit mécaniquement les risques d'infiltration. L'indicateur clé n'est pas le nombre d'arrestations, mais la baisse progressive des alertes crédibles liées à des contacts suspects.
La deuxième étape porte sur les flux les plus financiers. Mettre en place une traçabilité stricte pour les partenariats sensibles permet de limiter l'action des réseaux extérieurs. Le critère d'évaluation devient alors la diminution des mouvements non déclarés et la capacité à détecter rapidement toute anomalie transfrontalière. La troisième étape relève du niveau régional. Renforcer la coopération sécuritaire avec les États confrontés à des pressions similaires dilue l'efficacité des stratégies isolées. Le succès se mesure ici par la fréquence des échanges opérationnels et la rapidité des réponses conjointes. La quatrième étape implique la société civile. Encourager des mécanismes de remontée d'informations sans les politiser améliore la détection précoce. Le délai entre signalement et intervention devient un indicateur central. Enfin, la cinquième étape touche aux ressources stratégiques. Encadrer plus strictement les concessions minières réduit les leviers économiques de pression. La proportion de contrats sécurisés ou renégociés sert alors de baromètre. Ces mesures ne garantissent pas l'absence de nouvelles tentatives, mais elles créent un environnement où chaque pression rencontre une structure capable d'absorber le choc. La stabilité, dans ce cadre, devient un processus continu plutôt qu'un état figé. Lorsque l'on revient au premier signal, celui de cet officier rapproché discrètement dans le nord du pays, la trajectoire de la crise apparaît plus lisible. Ce geste initial, presque invisible à l'époque, résume la nature des pressions exercées, indirectes, progressives, conçues pour tester la solidité d'un système avant de le rompre. Ce détail, relégué un temps à l'arrière-plan, devient aujourd'hui un symbole de vigilance institutionnelle. Les événements qui ont suivi montrent que chaque maillon a tenu: l'officier qui signale, la chaîne qui vérifie, l'État qui documente, puis l'ensemble qui se resserre face à une menace identifiée. Cette succession d'actes, rarement spectaculaires, a pourtant empêché une déstabilisation majeure. Autour d'Ibrahim Traoré, la réponse n'a pas été héroïque au sens classique, mais cumulative, fondée sur la cohérence plutôt que sur l'effet d'annonce. Ce parcours met en lumière une réalité souvent sous-estimée. Les ingérences ne commencent pas par des coups d'État visibles, mais par des tentatives minuscules capables de fragiliser un appareil entier si elles ne sont pas reconnues à temps. Le Burkina Faso a traversé cette séquence en apprenant à lire ces signaux faibles et à y répondre de manière structurée. La leçon dépasse le cas national. Elle rappelle que la souveraineté se construit dans la durée à travers des décisions ordinaires prises sous pression. Une vigilance constante peut changer une trajectoire. À l'issue de cette séquence, l'histoire récente du Burkina Faso invite à une réflexion plus large que le seul enchaînement des complots déjoués. Elle montre comment des pressions extérieures, souvent invisibles au premier regard, peuvent façonner durablement la trajectoire d'un État lorsqu'elles rencontrent des institutions fragiles, mais aussi comment elles peuvent produire l'effet inverse lorsque ces institutions apprennent à s'adapter. Autour d'Ibrahim Traoré, la crise devient un révélateur des mécanismes contemporains de la souveraineté sous contrainte. Partager et discuter ce type d'analyse, c'est contribuer à rendre lisibles des dynamiques trop souvent simplifiées dans les récits internationaux. C'est aussi une manière de replacer l'Afrique au centre de débats qui la concernent directement, non comme un terrain passif, mais comme un espace stratégique où se jouent des équilibres globaux. Suivre ces évolutions avec attention permet d'enrichir sa compréhension des relations internationales actuelles. La réflexion ne s'arrête pas ici. Elle se prolonge dans l'échange, la confrontation des points de vue et l'examen des données. Selon vous, quelles autres crises gagneraient à être relues à travers ce prisme des pressions silencieuses et des réponses institutionnelles?